Bonjour professeur Ducrotay. Alors vous avez coordonné une étude sur le traitement des vomissements réfractaires par stimulation électrique gastrique. Quels étaient les patients concernés par cette étude et pourquoi leur proposer un tel traitement? Alors les patients concernés par cette étude étaient des malades qui souffraient depuis plusieurs mois de vomissements réguliers, parfois de nausées importantes, et ces vomissements et ces nausées étaient réfractaires au traitement qu'on a l'habitude de donner aux malades, c'est-à-dire des prokinétiques ou des antiémétiques à dose usuelle ou même à forte dose. Et nous nous sommes lancés dans cette étude car chez ces malades, compte tenu de l'impact des vomissements sur l'état nutritionnel, la qualité de vie, et éventuellement chez les malades diabétiques, l'équilibre du diabète, on n'a pas beaucoup de solutions thérapeutiques autres que les médicaments qui sont inconstamment efficaces à leur proposer. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le principe de cette technique? La base du traitement repose sur la physiologie connue de la motricité gastrique. La motricité gastrique est sous le contrôle d'un pacemaker qui est situé dans la partie moyenne de l'estomac, et c'est ce pacemaker qui déclenche les contractions gastriques. Par analogie avec ce que les cardiologues ont fait, l'hypothèse a été que si on stimule ce pacemaker, on peut favoriser la survenue de contractions gastriques pour lutter contre les vomissements. Mais il a été montré qu'il fallait stimuler bien au-dessus de la fréquence du pacemaker, c'est-à-dire bien au-dessus d'une fréquence de 3 impulsions par minute pour déclencher des contractions. En fait, le mécanisme d'action de la stimulation électrique gastrique est probablement beaucoup plus complexe que cet effet moteur, puisqu'il n'y a pas toujours de relation entre l'effet symptomatique et l'amélioration de la vidange gastrique. Et à côté d'un effet moteur, il y a probablement également un effet sensitif et même un effet peptide, la stimulation électrique gastrique, favorisant la synthèse de certains peptides au niveau de la muqueuse gastrique. Alors, vous avez fait une étude multicentrique contrôlée en double aveugle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le déroulement de votre étude? Alors, le déroulement de l'étude était finalement assez classique. On avait d'abord une période d'évaluation symptomatique des malades, puis les malades étaient implantés, et ensuite, après un mois post-opératoire pour éviter de stimuler les malades dans la période post-opératoire où la motricité gastrique peut être perturbée par le geste chirurgical, les malades ont été randomisés pour avoir, dans un ordre aléatoire, soit une période avec le stimulateur en on, puis en off, ou inversement. Alors la particularité de notre étude par rapport à celles qui ont été publiées auparavant, elle est double. D'abord, la période d'évaluation pré-implantation a été longue, puisqu'elle a duré 4 mois. Ceci s'explique par le fait qu'à côté de l'effet symptomatique, nous avons voulu évaluer l'effet économique de la stimulation électrique. Et donc, sur les 4 mois précédant l'implantation, nous avons évalué de manière très précise les dépenses de santé induites par les vomissements. L'idée étant de montrer à terme que le dispositif, par son action, réduit les dépenses de santé chez des malades qui ont des vomissements réfractaires. Et puis, le deuxième intérêt de l'étude a été la durée de la période de crossover, puisque chacune des périodes durait 4 mois, alors que dans les études précédemment publiées, cette période de crossover durait en général 1 à 2 mois. Alors, combien de patients ont pu être inclus dans votre étude? Alors, les 218 patients ont été inclus dans l'étude. 172 ont été implantés. Nous avons perdu un certain nombre de malades pendant cette période de 4 mois d'évaluation pré-implantation. Et 149 malades sont allés au bout de la période des 9 mois et donc sont analysables pour juger de l'effet en crossover. Alors finalement, quels ont été les principaux résultats de cette étude? Alors les résultats sont très encourageants puisqu'ils démontrent que lorsque la stimulation est active, donc quand le stimulateur est réellement en position on, eh bien on assiste à une réduction tout à fait notable de la fréquence des vomissements. La plupart des malades vomissaient de façon quotidienne avant l'implantation. Après implantation, la fréquence des vomissements passait à une fréquence inférieure à 1 vomissement par semaine. Donc une amélioration tout à fait significative des malades. Et est-ce que vous avez trouvé des facteurs prédictifs de réponse au traitement? Alors c'est une bonne question, c'est prévu, mais pour l'instant avec la masse de données que nous avons à gérer, puisque il y a eu beaucoup d'informations qui ont été collectées, l'étude n'est pas encore faite, mais bien évidemment c'est prévu, puisque tous les malades n'ont pas été améliorés et à la fin de la période de crossover, 40% des patients s'estimaient améliorés, ce qui est déjà pas mal pour des sujets qui étaient en situation réfractaire,
à tout traitement médicamenteux. Alors, quels ont été les principaux effets secondaires de cette technique? Alors, les effets secondaires directement imputables à la technique ont été un peu nombreux, puisqu'on a recensé simplement un cas où un stimulateur, au niveau de sa zone d'implantation, s'est infecté, ce qui a conduit à une explantation du matériel. Alors, les effets secondaires qui ont concerné un patient sur 5 environ, transitoires, en début de traitement, ont été des douleurs au niveau de la poche d'implantation dans la paroi abdominale du boîtier. C'est un effet qui était connu, que nous avons retrouvé, qui est parfois un petit peu difficile à gérer en tout début d'implantation. Il a été surtout observé chez les patients qui avaient beaucoup maigri à cause de leur vomissement, et on peut imaginer que la perte du panicule adipeux autour du boîtier lié à l'amaigrissement important des malades joue un rôle, puisque quand les malades reprenaient progressivement du poids, les douleurs avaient tendance à s'amender. Alors, au vu des résultats positifs de votre étude, est-ce que vous pensez qu'on peut déjà envisager d'utiliser en pratique courante ces techniques? Alors, en pratique courante, ça va être encore un petit peu difficile dans la mesure où le dispositif coûte cher et il faut que nous ayons des informations sur le remboursement. Le boîtier plus la paire d'électrodes qui sert à stimuler l'estomac, ça coûte 11 000 €. Donc, il faut quand même attendre la fin de l'étude, avec notamment l'évaluation du rapport coût-efficacité du traitement et le remboursement, je l'espère, du dispositif pour pouvoir généraliser la pratique. Là, quant au geste chirurgical lui-même, il ne demande pas une grande expertise puisque il se limite à la création d'une petite bourse dans la paroi abdominale, ce que vraiment c'est assez facile à faire pour les chirurgiens. Et puis la suture de 2 électrodes sur la face antérieure de l'antre, à 6 ou 7 cm du pylore. Donc le geste chirurgical en lui-même n'est pas très compliqué. La sélection des patients l'est un peu plus. Et après, ce qui pose plus de problèmes, c'est le suivi des malades. Pendant l'étude en crossover, il n'y avait pas de modification des paramètres de stimulation. Mais au-delà de cette période de crossover, pour essayer d'augmenter l'efficacité symptomatique du traitement, on a été amené à modifier chez certains malades les paramètres de stimulation. Et donc là, on a besoin de l'expertise de certains centres pour justement par télémétrie, modifier un petit peu les paramètres de stimulation de la stimulation électrique gastrique. Merci beaucoup, professeur Ducrotté.